Donc effectivement, j'ai fait une partie de mon temps de recherche à l'École normale supérieure de Lyon, où j'ai travaillé sur le sens social que donnaient quelques enseignants au programme d'éducation au développement durable. Donc vous voyez que ça fait bien la transition avec ce que vient de dire Gérard, puisque lui nous a présenté sa vision et le sens qu'il donne lui au programme d'éducation au développement durable. Moi j'ai regardé concrètement sur le terrain, en suivant une équipe de 8 enseignants de plusieurs disciplines, ce qu'ils en faisaient de ce programme, et plus particulièrement autour d'une question très intéressante à l'époque, puisque j'ai travaillé durant l'année 2006-2007, qui est celle du changement climatique et du réchauffement climatique. Alors, ça c'est pour faire la transition avec Gérard. Puis je voudrais revenir sur une remarque qu'il a faite lorsqu'il a dit, en didactique, en sciences de l'éducation, où on prend beaucoup de temps, hein. Une thèse, c'est, en ce qui me concerne, j'étais 4 ans, donc je l'ai commencé en 2006, je l'ai fini en 2009, donc c'est long, et il avait l'air de recommander plutôt d'agir que de réfléchir, en tout cas dans notre discipline. Je voudrais juste lui dire que ce qui ressort de mon travail de recherche, et finalement c'est la conclusion qu'il faudrait retenir, c'est que d'avoir pris ce temps de réfléchir sur l'action des enseignants, ça nous a permis de pointer une des conclusions et qui me semble moi les plus importantes, c'est que avant d'entrer dans un programme d'éducation au développement durable, que ce soit individuellement ou en équipe d'enseignants, il faut se poser la question des valeurs et du système de valeurs que l'on défend. Ses propres valeurs, probablement les expliciter avec ses collègues enseignants, et puis travailler avec les élèves sur les connaissances, c'est fondamental bien entendu, mais également sur les valeurs. On ne peut pas faire cette séparation que l'on fait trop souvent entre ce qui est du domaine des sciences et ce qui est du domaine des valeurs. Il y a sur ces questions sciences-société, sur ces questions de développement, une construction didactique à faire en classe, une construction pédagogique sur l'articulation et le débat autour de ces systèmes de connaissances et de valeurs. Alors, la première diapositive, vous voyez, j'ai mis quelques illustrations qui vous montrent que ces questions de réchauffement climatique et de développement durable aussi, dans la continuité, vous verrez, je vais essayer de faire le lien entre ces deux notions, c'est des thèmes qui sont extrêmement controversés, c'est lié aux incertitudes, c'est lié à la complexité de ces questions, et c'est lié également au fait que ce sont des questions qui sont en lien avec le programme politique, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, en sociologie, des questions expertisées, c'est-à-dire qu'on va convoquer les sciences pour donner un état des connaissances, si je reprends l'exemple du GIEC, hein, c'est sa mission intergouvernementale, donner l'état des connaissances pour, en théorie, arriver à établir un certain nombre de décisions politiques. Donc cette situation d'expertise, ce rapport entre la science et la politique, n'est pas totalement neutre et a un certain nombre de conséquences que je vais essayer de vous montrer. Alors, voici donc comment nous on analyse la question climatique. Pour nous, c'est en fait la vraie question qu'il y a derrière, la vraie question scientifique, c'est quelle est la responsabilité de l'homme dans l'évolution climatique récente. Le réchauffement anthropique, c'est large, mais je pense que c'est en ces termes-là que les débats actuellement scientifiques se posent, c'est quelle est la part de responsabilité de l'homme dans l'évolution climatique récente. Alors cette question-là est, comme je vous l'ai dit, complexe, expertisée. Elle a aussi également une dimension qui fait que tout le monde en a entendu parler, que ça aille des élèves jusqu'aux enseignants, c'est qu'elle est médiatisée. Alors, elle est probablement médiatisée parce qu'il y a des connaissances, mais aussi parce qu'il y a des problèmes éthiques derrière. Hein. C'est quelque chose qui questionne nos modes de développement, nos modes de consommation, et notre vision de l'avenir, le projet de société que nous avons en termes de développement et de développement durable. Alors, il y a un certain nombre de communications. L'école fait partie de ces réseaux de communication sur cette question sciences-société. Et donc, elle va donner, et les enseignants donnent un sens très particulier à cette question du changement climatique, comme je vais vous le montrer. Les médias aussi, et donc il y a un certain nombre de territoires de représentation sociale de cette question qu'on peut voir à travers différents acteurs. Alors, en tout cas, il me semble voir quelque chose de cohérent à tous ces sens sociaux, c'est qu'ils sont très vite ramenés à la question du développement durable. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de réchauffement climatique, derrière, il y a l'idée, mais finalement, quel développement est responsable de ce risque climatique? Quelle est la part de responsabilité de l'homme? Donc, le projet social est celui du développement durable. D'ailleurs,
la liaison entre changement climatique et développement durable a été faite à Rio, avec l'adoption de la Convention cadre sur les changements climatiques, en même temps que celle sur la biodiversité. Donc c'est à partir de ce moment-là que des liens étroits se tissent, notamment dans les discours politiques, entre développement durable et changement climatique. D'ailleurs, le discours de Chirac en 2002 à Johannesburg était très représentatif là-dessus, celui de Sarkozy en septembre 2007 sur la lutte contre les changements climatiques et également dans cette même lignée. On présente un constat scientifique, souvent consensuel et alarmiste, et puis pour proposer ensuite un certain nombre de mesures politiques dans le cadre du programme de développement durable. Donc il y a une sorte de dynamique sociale très particulière, dont je reviendrai plus loin, et certains géographes, dont Sylvie Brunel, disent que la question climatique et son expertise scientifique est utilisée comme une opportunité pour porter un programme politique néolibéral qui est celui du capitalisme vert, et donc ça donnerait ce serait une forme de question prétexte à la mise en place d'une gouvernance internationale sur les changements climatiques, mais avec un modèle très particulier qui est celui du capitalisme vert. Tout ça, pour vous poser le contexte. Alors en France, Sandrine l'a bien fait, hein, la question du réchauffement climatique et du développement durable, elle est liée, et puis moi je l'ai travaillé dans ma thèse à partir du sommet de Johannesburg, hein, avec le discours du président Chirac sur la maison qui brûle. La priorité c'est le changement climatique. Il rentre en France, il lance la stratégie nationale du développement durable. C'est à ce moment-là que rentrent en jeu un certain nombre d'acteurs comme Gérard et son collègue Michel. Alors dans cette stratégie nationale du développement durable, c'est un programme politique interministériel, hein, et il y a la mise en place dès le mois de juillet 2004 d'un plan climat. Alors ce plan climat est intéressant à analyser parce qu'il y a un petit paragraphe qui s'appelle sensibilisation au développement durable et au climat et à la question climatique. Et dans ce paragraphe de sensibilisation est annoncé que les médias, mais aussi l'école, vont avoir un rôle très important dans la sensibilisation et dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, au même moment sort la circulaire de 2004 sur l'éducation au développement vert pour un développement durable, hein, les versions ont évolué. Puis en 2007, vous le savez, le lancement de la deuxième phase du programme d'éducation au développement durable. Donc ce contexte particulier, c'est dans celui-là que les enseignants vont s'inscrire à partir de 2006, quand je les ai récupérés dans le cadre de l'Institut national de recherche pédagogique, pour travailler sur la mise en œuvre et l'accompagnement de ce programme d'éducation au développement durable. Alors, Gérard le disait tout à l'heure, il y a dans cette mission qui est confiée à l'école, il y a une tension qui est très forte, hein. Il l'a pointé à deux reprises, hein, dans la circulaire de 2004 et puis dans son rapport qu'il a publié en 2008 sur les SVT, où il dit il y a danger entre la question d'enseigner des choix et d'éduquer au choix. Ça, c'est quelque chose qui m'a servi, moi, de question de recherche dans la manière dont les enseignants ont pris en charge la question de l'éducation au développement durable. Et j'en profite ici pour donner ma vision de l'éducation au développement durable, qui est une vision de recherche. Alors, elle s'est construite à partir de plusieurs lectures, mais j'y reviendrai à la fin de mon exposé, après avoir vu ce qu'ont fait les enseignants de l'éducation au développement durable. Pour moi, ça rejoint c'est assez convergent avec ce qu'a dit Gérard. Ça doit être une éducation citoyenne démocratique, il doit y avoir de la complexité, elle doit aider à faire des choix responsables à travers le débat. C'est aussi une éducation citoyenne pour l'action, ce qui fait dire à certains que c'est une éducation politique, et elle doit aider à la prise démocratique de responsabilité, donc dans l'action. Alors, il y a des oppositions très fortes à cette vision de l'éducation au développement durable. Certains disent, oui, mais alors quel degré d'activisme politique tu envisages de donner à tes élèves, comment tu vas fonctionner, autour de quelles valeurs, et puis finalement, est-ce que tu prends pas le risque d'entraîner tes élèves dans une critique sociale des programmes politiques actuels, c'est-à-dire dire peut-être que se lancer dans les technologies vertes, le nucléaire, c'est peut-être une question qui va être mise sur la table, et on va peut-être à un moment ou à un autre dire tiens, ça c'est peut-être pas si pertinent que ça, et donc il y a un risque didactique qui est celui de conduire à la critique sociale des programmes politiques. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus radicaux, qui disent mais finalement nous, notre place d'éducateur, c'est pas du tout de
faire de l'éducation citoyenne, d'aider à l'action, mais c'est plutôt de transmettre des connaissances. Donc oui, c'est une vision très limitative de notre rôle d'enseignant. Il faut simplement donner des connaissances avérées qui permettent de faire des choix responsables. Point, c'est ce qu'on appelle le déficit modèle, c'est-à-dire il y a un déficit de connaissances entre moi et mes élèves, citoyens. Donc ma mission, c'est une mission d'instruction et non plus d'éducation. C'est l'instruction, je dois transmettre des connaissances avérées et après les élèves en feront ce qu'ils veulent. Alors, gardez en tête toutes ces différentes façons de concevoir l'éducation au développement durable. Vous allez voir que, à travers le panel d'enseignants que j'ai suivi, bien, on les retrouve quasiment toutes. Alors ma question de recherche, c'est donc celle que je vous disais tout à l'heure. Hein. On a des questions sciences-société qui sont controversées, autour desquelles il y a des conflits de connaissances, il y a des conflits de valeurs, hein, je reviens là-dessus, c'est important. Il y a des jeux d'acteurs et d'arguments, il en parlait Gérard, hein, il y a des réseaux d'alliances. Alors ça s'exprime dans différentes arènes, hein. Vous avez dans les médias, vous avez à l'Académie des sciences, vous avez dans les entreprises, des arènes qui sont d'ailleurs fluctuantes. Vous avez un projet d'éducation politique au développement durable, enfin un projet politique d'éducation au développement durable, et moi, ma question de recherche était de savoir quelle posture adoptent les enseignants et quel projet éducatif ils choisissent de mettre en place. Alors, est-ce qu'ils restent neutres? Est-ce qu'ils sont très engagés, hein, militants, comme disait Gérard, ou est-ce qu'ils ont une opinion balancée, et c'est parce que les anglo-saxons appellent balance approach, c'est-à-dire qu'ils essaient de montrer la diversité des points de vue aux élèves pour ensuite éventuellement faire des débats avec eux. Alors, toutes ces questions-là, c'est finalement quelle représentation, quelle pratique et quelle valeur les enseignants mobilisent lorsqu'ils font de l'éducation au développement durable. Alors voilà, Gérard avait proposé une réponse, j'ai repris ici ce qu'il avait écrit, hein. Alors il nous a présenté, il convient de les éduquer au choix et non d'enseigner au choix, ça c'est sa réponse, on peut dire la réponse institutionnelle, hein. Ils n'ont pas à enseigner les choix, mais plutôt à éduquer au choix, et en 2008 il écrivait même, attention, est-ce qu'il y a un risque qui est celui que le professeur se transforme en professeur de morale, en disant, éteignez l'eau, même s'il précise que tout cela semble évident, surtout après qu'une argumentation scientifique en ait construit la légitimité. Donc c'est sur ces risques-là que j'ai travaillé, moi, puisque c'est là que ça me paraît intéressant d'avoir quelques éclairages d'un point de vue de la recherche. Alors, la méthode et l'organisation de ma recherche, c'est la suivante. J'ai pas d'heure, il me reste encore un peu. Ouais. Je vais pas parler beaucoup pour qu'on puisse échanger. Je préfère, surtout que l'heure du repas arrive, c'est fatigant. Alors, le contexte dans lequel je travaillais, c'est celui de l'année 2006-2007, qui est un contexte très particulier d'un point de vue science-société. Vous avez un certain nombre d'événements forts, d'acteurs qui montent au créneau. Vous avez Arthus Bertrand, avec sa célèbre photo des neiges du Kilimandjaro, qui nous dit, ben voilà, la preuve du réchauffement climatique. Ça énerve un certain nombre d'acteurs, dont Allègre qui demande le droit au doute scientifique en septembre 2006 dans un article de l'Express repris dans Le Monde. Vous avez la montée d'Al Gore également, tout ceci dans le contexte de la préparation du 4e rapport d'expertise du groupe intergouvernemental sur le changement climatique qui sera remis en février 2007 avec la conférence de Paris. Vous avez le pacte écologique également de Nicolas Hulot qui rentre en jeu en novembre 2006 en même temps que la campagne présidentielle. Donc c'est pour vous montrer un peu la complexité des réseaux d'alliances qu'il y a derrière. Vous les retrouverez bien expliqués et bien décortiqués dans les premières pages de ma thèse. Et d'un point de vue de notre institution, c'est en avril 2007 la publication de la 2e phase de l'éducation au développement durable, en avril 2007. Alors il y a aussi des associations qui se montent en réseau à l'époque, hein. Ça c'est aussi un argument très, très intéressant à observer d'un point de vue de cette dynamique science-société, avec vous vous en souvenez peut-être, c'était la première opération en 5 minutes pour la planète, entre 19h55 et 20h, éteignant les lumières, juste avant la remise du 4e rapport d'expertise. Alors ça
c'est des événements qui ont été soulignés par les enseignants, soulignés et même ils ont invité les élèves à en prendre partie. Donc il y a un certain nombre il y a une dynamique sociale qui n'est pas externe à l'école, contrairement à ce qu'on dit souvent. L'école, c'est une espèce de mur fermé. Quand on passe la grille, on rentre dans un autre monde. Dans les discours des enseignants que j'ai récoltés, tous ces phénomènes-là ont parfaitement été identifiés, analysés et éventuellement remobilisés en contexte d'enseignement pour faire de l'éducation au développement durable. Alors ce contexte très particulier-là, dans ce contexte très particulier, j'ai donc proposé à un groupe de 8 enseignants, dont vous avez ici le codage, des disciplines, physique, chimie, biologie, géologie, histoire, géo, sciences économiques et sociales, philosophie, donc 5 disciplines représentées, 8 acteurs que j'ai suivis dans 2 établissements, un à Grenoble et un à Lyon, en leur proposant de participer sous contrat avec l'Institut national de recherche pédagogique, donc ils étaient rémunérés à 2 heures supplémentaires, pour participer à l'accompagnement du programme d'éducation au développement durable, tel que la circulaire le proposait, autour de la question du changement climatique. Alors, j'ai récolté donc, pour faire mon analyse de recherche, leurs propositions d'enseignement. J'ai des entretiens également, je les ai vus à plusieurs reprises pendant l'année dans leurs établissements. Et puis également des séances de travail à plusieurs qui ont été enregistrées, durant lesquelles les débats sur cette question du changement climatique et du développement durable ont été retranscrits et analysés. L'idée étant de voir quel sens social, comme je vous le disais au départ, mais quel modèle d'engagement pédagogique les enseignants, individuellement mais aussi collectivement, proposaient de mettre en œuvre dans le contexte de l'éducation au développement durable. Alors, ma grille d'analyse, c'était autour de 3 points, si vous voulez. Chaque fois que l'enseignant mettait en ligne une proposition pédagogique pour ses collègues, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur le site de l'ENRP, tout le corpus est entièrement disponible, ça donne des idées d'ailleurs à des collègues enseignants. Je regardais quels étaient les enjeux d'apprentissage, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, quel message qu'ils voulaient faire passer, quel support médiatique était utilisé, et puis quel discours sur la question, sur le changement climatique était proposé, controversé, pas controversé, consensuel, alarmiste, toute une panoplie d'indicateurs d'analyse. Alors, de là, je vais rapidement, je ne vais pas vous présenter, c'est intéressant de voir toutes les productions des élèves, ça montre une richesse, une capacité à l'innovation qui est fondamentale, ça il ne faut jamais le perdre à l'esprit, les enseignants ont une capacité d'adaptation à une injonction politique, à un programme qui est remarquable, quelles que soient les disciplines. Alors, parenthèse fermée, les propositions pédagogiques faites par les enseignants, j'ai pu les catégoriser en 3 modèles. Il y a d'abord l'enseignant qui, comme la prof de physique de Grenoble, par exemple, qui dit « Moi, mon travail, c'est pas de faire du développement durable, c'est de transmettre les lois de la physique. Et ensuite, les lois de la physique, l'enseignant de seconde, de première S, on fera ce qu'il veut. Si ça l'aide à se positionner sur le débat nucléaire, tant mieux. Mais moi, je n'ai pas à rentrer là-dedans, je ne m'en sens pas capable. » Elle est donc pour un modèle d'enseignement disciplinaire qu'on a qualifié de positiviste, c'est-à-dire des connaissances scientifiques avérées autour d'un programme, pour ensuite, éventuellement, laisser les élèves agir en connaissance de cause. Un deuxième modèle qui est proche du modèle militant, qui est celui adopté, par exemple, par l'enseignante de sciences économiques et sociales de Lyon. Elle décide d'enseigner les choix. Donc elle utilise le film d'Al Gore et elle dit, voilà, tout ce que vous devez faire. Elle va même jusqu'à proposer aux élèves le CD-ROM du film d'Al Gore, et elle le distribue à tous les élèves, et elle dit, je vous invite vivement à le diffuser le plus largement possible autour de vous, parce que c'est une urgence planétaire, on ne peut pas continuer comme ça, on va droit au mur. Donc ce modèle-là interventionniste, c'est vraiment changer les comportements, mais bon, il n'y a pas la construction scientifique dont parle Gérard Bonnour avant, il existe. Alors elle le justifie, puisque je l'interroge là-dessus, elle me dit, oui mais moi je ne suis pas scientifique, je fais partie des sciences économiques et sociales. Le discours du GIEC, j'y fais confiance, moi c'est plus travailler sur les dimensions sociales, économiques, et donc les petits gestes, pourquoi pas. Et puis il y a un troisième modèle qui, je vous l'avoue, n'est pas très fréquent dans les 8 enseignants, puisqu'il n'y en a c'est relatif, il y en a 2 qui rentrent dans ce modèle critique, qui est un modèle d'éducation critique à la complexité, à l'expertise et à la médiation climatique, c'est-à-dire, je vous montrerai des exemples,
et c'est l'enseignant d'histoire-géographie de Lyon, qui est proche de Marcel Leroux, que vous connaissez peut-être, qui est un géographe sceptique sur la question du changement climatique, qui lui décide de rentrer dans cette question d'éducation et de développement durable avec non pas uniquement le film d'Al Gore, mais le film d'Al Gore mis en parallèle avec un autre film qui s'appelle La Grande Arnaque du réchauffement climatique, que vous avez peut-être vu, qui sont deux discours complètement contradictoires, et son objectif affiché n'est pas de militer pour l'un ou pour l'autre, mais de dire que les deux sont des films de propagande. Donc vous voyez, sa mission, sa finalité, c'est une forme d'éducation critique, à la médiation ici, à la complexité, également à l'expertise, puisqu'il va reprendre les argumentaires du GIEC et puis les argumentaires contradictoires sur la responsabilité de l'homme dans le changement climatique. Il parle du soleil, des nuages, du rôle de l'océan, donc il propose un discours très complet sur la question. Il se dit parfois un peu désemparé puisqu'il ne trouve pas sur Internet les sources d'information ou dans les publications. Et il discute aussi du rapport entre les scientifiques et la décision politique, notamment le groupe français du GIEC, leur rapport de ces scientifiques-là avec le pouvoir politique, avec la présence des ministres chaque fois, avec des scientifiques en parallèle dans des émissions télévisuelles par exemple. Alors, une fois qu'on a identifié ces trois modèles, on s'est posé la question comment ça se fait, pourquoi il y a ces trois types de modèles. Alors, au début, on s'est dit, mais c'est peut-être parce que les médias diffusent un message tel que on peut être que interventionniste, il n'y a pas de doute qui est montré dans les médias, donc c'est l'influence des médias qui explique cette position. En fait, il apparaît plutôt dans les entretiens que les choix de médias mis en scène par les enseignants dans le contexte de leur classe, ils les choisissent en fonction de leurs convictions et de ce qu'ils veulent montrer. Ils ne les prennent pas au hasard. C'est donc ce qu'on a appelé, nous, des alliés didactiques. On va chercher Al Gore parce qu'on veut montrer, on veut sensibiliser, on veut faire de l'éducation interventionniste, on veut faire de l'éducation critique, on va chercher Al Gore et un autre film qui dit autre chose. Donc il y a plutôt une alliance qu'un réseau d'influence entre l'enseignant et les médias. Alors l'attachement disciplinaire aussi, par exemple cette prof de SES qui dit mais moi je fais de l'interventionnisme sur l'éducation au développement durable parce que de toute façon je ne suis pas scientifique. L'attachement disciplinaire pour la majorité des enseignants c'est un facteur qui légitime leur prise de parole à l'école. Moi je ne peux pas parler là-dessus, c'est pas mon domaine de spécialité, c'est pas pour ça que je suis à l'école. Le problème, c'est que ça conduit souvent à une séparation entre ce qui est du domaine des sciences et ce qui est du domaine de la société. Or, sur ces questions de développement durable et de réchauffement climatique, on est souvent à cheval entre les deux, les uns ayant l'implication sur l'autre. Il y a toute une dynamique, ce qu'on appelle nous une dynamique socio-scientifique, qui, en séparant ce qui est du domaine des sciences et ce qui est du domaine de la société, à l'école, rend difficile toute une discussion avec les élèves là-dessus. Et puis donc il y a un autre déterminant aussi dans ces modèles, c'est la conviction écologique, de ce que je vous disais tout à l'heure, ou bien le doute. Alors l'enseignant qui doute va choisir un modèle d'éducation très particulier, un doute épistémologique, et puis celui qui est très convaincu, qui pense qu'il faut agir, va choisir un autre type de modèle. Alors la conviction écologique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notamment lorsqu'on soumet aux enseignants cette histoire de controverse climatique, la responsabilité de l'homme dans les changements climatiques. Eh bien, celui qui est extrêmement convaincu va minorer, va éviter les controverses, surtout à l'époque dans laquelle j'ai travaillé. Maintenant, ce serait probablement différent, depuis Copenhague et puis tout ce qui a suivi en France avec l'imposture climatique et puis le débat à l'Académie des sciences. À l'époque, en 2006, on constate que les enseignants entendent ces controverses, mais ils les évitent, alors, avec des postures de neutralité, ou bien, soit parce que j'ai pas à rentrer dans ces controverses, soit parce qu'elles sont minoritaires, donc je fais de la partialité, puisque 2000 chercheurs me disent que l'homme est responsable du changement climatique, c'est pas deux pauvres Français perdus dans un institut à Jussieu qui vont faire changer, et puis je ne vais pas donner plus d'importance qu'à ça. Il y a aussi cette conviction écologique qui fait que les enseignants vont s'appuyer sur des savoirs de leur discipline ou sur des discours médiatiques qui correspondent à leur vision de la question. Et lorsqu'on leur dit, mais alors qu'est-ce que vous faites du doute ? Souvent, il y a une sorte d'évitement de la question du doute et des controverses en disant oui, mais c'est construit politiquement et médiatiquement. L'enseignant de SES me dit ah bon, je croyais que c'était politique les controverses.
sur le changement climatique. Donc il y a une forme de confiance dans le discours des scientifiques et une vision du discours scientifique très consensuel, un discours de vérité dont tu parlais tout à l'heure, Gérard. Et qui entraîne donc une sorte de confiance aussi dans ce que dit le scientifique, d'autant plus qu'on n'est pas dans la discipline. Alors, par contre, les enseignants doutent, alors il y en a plusieurs qui doutent, hein, mais pas tous ne mettent en scène le doute épistémologique. Le premier, le prof d'histoire géo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec ces deux films-là, plus le livre de Claude Allègre sur Ma vérité sur la planète, lui, il dit, de toute façon, mais oui, dès qu'il y a un doute, moi, mon travail, c'est de montrer les différentes positions. Par contre, je ne donne pas mon avis sur la question, donc il déclare une posture d'impartialité neutre. Par contre, il a extrêmement de mal à l'assumer, il s'est dit en fin d'expérimentation mal à l'aise par rapport à ça, donc ce que j'ai marqué difficilement assumé, parce qu'il craint, il a peur d'influencer les élèves, en montrant un autre discours que celui que montrent les médias, il s'est dit... j'ai peur de l'influence. Et ça, cette peur de l'influence du discours enseignant sur les élèves, il est très présent dans l'ensemble des déclarations des enseignants. D'autres profs se déclarent impartials et devoir donner les différentes positions tout en restant neutres, mais ils ne l'assument pas. Ils le déclarent en entretien, mais dans leur pratique, ils ne font pas comme ça et ils se réfugient dans le discours du GIEC, donc ils leur excluent les controverses et rentrent dans un discours partial, probablement parce que ça leur donne une sorte de sécurité, ça les déresponsabilise sur la question des controverses et sur ce risque d'influencer les élèves. Et puis il y a une dernière position qui est très intéressante, qui est celle du professeur de philosophie, qui lui donne toutes les positions, mais s'engage aussi. Le professeur de philosophie en classe de terminale dit, nous à l'UEFM, on nous apprend que pour aider les enfants à se construire, il faut donner toutes les positions, mais il faut donner aussi sa position personnelle sur la question pour les aider à devenir des citoyens responsables. Donc c'est une autre vision de l'éducation, ce qu'on a appelé impartialité engagée, et qui est portée par le professeur de philosophie. Alors, on pourrait débattre de est-ce que ça aurait sa place en SVT, on verra tout à l'heure. Je suis assez partisan de cette chose-là, enfin ça dépend des niveaux hein, aussi. Mais... Alors, il y a un dernier résultat que je voudrais vous présenter, c'est lorsqu'on met tous les enseignants ensemble, parce que là c'était individuellement, ce que je vous ai présenté. Maintenant, quand on les met ensemble, il y a l'émergence d'un modèle d'éducation critique, tous ensemble. On arrive à se mettre d'accord sur faire de l'éducation critique, à l'expertise, aux médias. Alors là, dans ce cas particulier avec lesquels j'ai travaillé, la critique collective pluridisciplinaire porte sur les technosciences, sur l'énergie nucléaire et les biocarburants, chose qu'individuellement était absolument impossible. Et par contre, quand on se met ensemble, on arrive à concevoir qu'à l'école, on porte un discours critique sur les technosciences. Alors, chacun maintient son identité disciplinaire, c'est-à-dire on va faire un projet autour de l'énergie nucléaire, mais moi je vais dire ce que ma discipline dit sur chacun des domaines. Et tout se passe comme s'il y avait un partage entre les acteurs de responsabilité sur la critique sociale et politique. C'est-à-dire qu'ensemble, c'est plus facile de critiquer ou d'amener l'idée qu'éventuellement on pourrait critiquer le programme politique quand on est ensemble que quand on est tout seul face à des élèves. On ne prend pas le risque. Alors, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà que l'engagement des enseignants dans l'éducation au développement durable est très fortement lié à leur vision des sciences, plus ou moins socialisée. Ça, c'est un premier point. Elle dépend aussi de la manière dont ils conçoivent leur mission éducative. Est-ce qu'ils sont là pour critiquer ou pas? Et puis, ça dépend aussi de ce troisième point qui me paraît important, c'est la vision de l'influence qu'a leur discours sur le jeune citoyen que sont leurs élèves. Ça, c'est un paramètre très important. Ils craignent, ils ont peur de l'endoctrinement des élèves. Si je dis quelque chose, me dit le professeur d'histoire géo, la parole du professeur est toujours entendue. Bon, on peut discuter, mais ça lui évite de... Enfin, en tout cas, il a peur de ça. Et ça il faut qu'on en discute. Il y a une deuxième chose importante, c'est qu'il y a ce paradoxe. C'est-à-dire, tous vous disent, ah oui, mais moi, s'il y a des controverses, je dois toutes les montrer, je ne donne pas mon avis, bon, sauf le prof de philosophie. Mais par contre, dans la pratique, ils se réfugient tous dans une approche partiale, en accord avec l'opinion dominante, médiatique, scientifique du moment. Donc, une déclaration commune d'impartialité, mais dans la pratique, des approches neutres ou impartiales qui excluent les controverses. Donc il y a à l'école cette crainte de semer le doute, d'endoctriner les jeunes. Il y a aussi cet refus du politique
Odigier avait signalé dans son travail, Odigier qui avait travaillé avec des professeurs d'histoire-géographie, pour montrer que sur l'éducation à la citoyenneté, il refusait de politique, refus de la critique sociale. Alors ce n'était pas sur des questions de développement durable, mais... Et donc, voilà, ce qui me paraît important, c'est ces points-là, avec cette question aussi de la dépolitisation de la question. C'est un constat fort dans le travail qu'ont produit les enseignants, ils la dépolitisent. Et donc ils se réfugient souvent, pour éviter les problèmes, en gros, dans le prescrit disciplinaire, institutionnel et consensuel. Ça évite de se mettre en danger, probablement d'un point de vue professionnel. Alors, moi, face à ces résultats, je me suis dit, là, il y a des risques de dérive antidémocratique sur plusieurs points. Lorsqu'on voit quand on fait ces quelques enseignants, alors c'est pas valeur de généralisation, mais sur la base de cette étude de cas, ce qui me paraît un peu à pointer comme un danger, c'est premièrement cette confiance qu'il y a envers les experts, et notamment ceux qui sont le plus médiatisés. C'est le poids des énonciateurs. C'est-à-dire, plus un scientifique communique, plus il passe à la télé, plus, en théorie, on peut lui faire confiance. Donc et puis il y a cette idée de la compétence, c'est parce qu'il est compétent, c'est parce que si on lui donne la parole, c'est qu'il est bon. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le blind trust, c'est-à-dire la confiance aveugle en les sciences, et notamment lorsqu'elles sont hyper médiatisées. Il y a aussi le développement du discours en harmonie avec le programme politique du moment, c'est-à-dire, moi, on me demande de faire un cours là-dessus, je fais un cours là-dessus, je n'ai pas à discuter de si c'est pertinent ou pas politiquement. Il y a cet effet militant dont on a parlé tout à l'heure, notamment lorsque la conviction écologique est tellement forte. Cette enseignante fait partie de la fondation Nicolas Hulot. Elle est extrêmement engagée. Elle amène les élèves lors du passage de Nicolas Hulot à Grenoble. Elle les a amenés voir le militant. Elle a fait une sortie là-dessus. Donc elle est extrêmement engagée. D'ailleurs, les élèves lui disent en cours, ils lui disent, Madame, le développement durable et l'environnement, on commence à en avoir un peu marre. Donc il y a cet effet militant aussi qu'il faut pointer. Et puis il y a ce sentiment d'exclusion aussi que j'ai ressenti chez les enseignants d'histoire géo, de philosophie, ceux qui avaient envie de mettre en scène les controverses. Ils sentent bien qu'ils sont dans cette approche critique, à l'époque, en tout cas en 2006, à la marge par rapport à leurs collègues des autres disciplines et leurs collègues en salle des profs. Et donc ils avaient une sorte de mal à l'aise et parfois ressenti comme un sentiment d'exclusion, c'est-à-dire finalement, moi je suis là avec mes controverses, mais tous les autres, ils n'en parlent pas, donc qu'est-ce que je fais? Je persiste et je prends le risque de m'exclure, parce que les autres, bien entendu, particulièrement ceux qui étaient très convaincus écologiquement, on lui disait, mais attends, tu te rends pas compte, c'est un grand problème, on va à la catastrophe, on ne peut pas laisser comme ça véhiculer le doute et semer le doute dans l'esprit des élèves. Un discours d'ailleurs qu'on retrouve chez Yann Arthus Bertrand, il est contre le fait d'émettre un doute sur la possibilité que l'homme ne soit pas responsable du réchauffement climatique. Alors, les implications, je crois que c'est ma dernière diapositive, oui. Robin me disait, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer d'un point de vue de la formation des enseignants? Ça, c'est un exercice qui est toujours un peu difficile pour nous, parce qu'on a la tête dans le guidon, mais on se dit pas, tiens, finalement, il faudrait probablement qu'on le fasse un petit peu plus. On essaie, en tout cas, Jean-Marc le fait aussi très bien, dans le programme de recherche auquel on collabore tous les deux. Les implications, tout ça. Je pense que, de toute évidence, il y a nécessité ou besoin ou de trouver un dispositif qui permette de former ou d'informer, pas forcément de l'information, puisque par exemple pour le prof d'histoire géo qui était d'un point de vue des relations sciences-société très informé, lui ce qu'il avait besoin c'était pas de formation mais d'information sur les liens entre sciences et société, ce qu'on appelle nous la socio-épistémologie, comment fonctionne le GIEC, comment est nommé le président du GIEC, quelle est sa part d'influence avec le politique, toutes ces choses qui se font à huis clos, qui sont à dénoncer bien entendu, puisque on ne peut pas sur une question climatique aussi importante faire des débats à huis clos ou clôturer l'espace autour des sciences, et alors que les dimensions sociales sont très fortes. Donc il y a un besoin ici de formation socio-épistémologique. Donc, le problème, c'est qu'il faut trouver des gens qui soient capables de le faire, de former là-dessus. C'est un travail très particulier. Ça fait appel à l'histoire des sciences et à d'autres domaines de compétences qui, malheureusement, j'ai l'impression, sont un peu en déclin dans nos académies et dans nos universités.
Il y a également un besoin, ce que je vous disais tout à l'heure, d'expliciter nos propres valeurs dans l'action éducative. Je vais vous lire une citation d'un autre didacticien qui s'appelle Pierre Clément, qui travaillait à Lyon, il est à la retraite maintenant, sur cette question d'éducation au développement durable et à l'environnement. Il disait, après avoir observé beaucoup plus d'enseignants que je ne l'ai fait, que selon lui, les enseignants gagneraient à devenir conscients de leurs propres valeurs afin de ne pas en être prisonniers, de ne pas les imposer à leur insu et de mieux comprendre celles des élèves auxquels ils s'adressent. Donc certainement, ça c'est un point à travailler. Alors le comment, c'est toujours la question. Une fois qu'on a dit ça, on repart avec plus de questions qu'au départ. Et puis la dernière chose qui me paraît importante, c'est peut-être le besoin de discuter d'une éthique de l'éducation face notamment aux injonctions politiques. On nous demande de faire de l'éducation au développement durable, on nous demande de ne pas enseigner le choix, de faire l'éducation au choix. Mais finalement, comment faire? Quelles sont les valeurs sur lesquelles il faut que l'éducation se mette d'accord? Notamment cette question de la posture des retenus, de l'enseignant ne doit pas donner sa position, il doit rester neutre, impartial. Ça, je crois qu'il faut qu'on la discute dans le cadre de ces questions sciences-société, parce que le poids des valeurs est tellement fort, et notamment nous en didactique, on voit que c'est même lui qui détermine les choix citoyens plus que les connaissances. Parce qu'on demande des élèves, on peut leur faire un très beau cours pour les convaincre, lorsqu'on leur demande de faire un choix, c'est souvent sur la base de leurs valeurs, plus que sur la connaissance qu'ils décident. Et donc là-dessus, il y a certainement besoin de discuter de cette posture de neutralité, de retenue qui fait droit, qui est d'ailleurs dans les droits et les devoirs du fonctionnaire, mais qui probablement, par certains moments, peut devenir un obstacle didactique fort. Voilà, je vous remercie. Ma question va s'adresser peut-être à la fois à toi, Benoît, et puis aussi à Gérard. Il me semble que vos deux interventions nous amènent à nous questionner sur la fonction d'expert. On l'a entendu, tu as parlé d'experts, d'enseignants qui se référaient à des experts dignes de confiance. Gérard, tu as parlé aussi de la nécessité de construire une collégialité d'expertise. Nous avons nos experts, as-tu dit. Et dans l'intervention de Benoît, on a vu aussi, dans un des modèles, dans le modèle critique, il y avait éducation à l'expertise. Donc j'ai l'impression que vous faites intervenir une forme de cascade d'experts. Donc, où en êtes-vous là dans votre réflexion sur les fonctions d'un expert, les différentes facettes de l'expert, les conditions de penser l'expert et aussi d'amener, de devenir expert. Voilà. Je me défile. C'est plutôt, je ne demande pas forcément de réponse, mais c'est une question qui nous intéresse aussi quand on réfléchit à je pense que c'est vraiment une question à creuser. Bon, derrière l'expertise, moi, il y a deux choses. Il y a je sais et je suis légitime pour parler de. J'ai pas le côté systématique des expertises d'un didacticien qui voit plein de monde. C'est là que la complémentarité entre le chercheur et l'inspecteur, nous, on picore. Bon, mais ce qu'on constate dans d'autres domaines que celui du développement durable, c'est un professeur de SVT s'interdisant de s'appuyer en force ou de développer une formule physique ou chimique dans le cadre de son cours en disant ça ne relève pas, en gros, de mon expertise. C'est bien ça. On en parle avec lui en entretien après, on s'aperçoit qu'il maîtrise parfaitement la notion et qu'il aurait pu s'appuyer dessus avec les unités, etc., pour développer quelque chose. Et donc, il y a un souci. Enfin, simplement, le professeur ne s'est pas lancé dans cette explication-là parce qu'il s'est estimé non légitime. Alors qu'il a les connaissances, comme si d'arriver dans le cadre scolaire limitait en quelque sorte son champ de compétences. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas non plus le mot développement
dans le programme de Lyon en seconde. Pourquoi? Parce que nous n'enseignons pas le développement. Donc on n'a pas l'expertise sur le développement, on n'a pas la légitimité à parler de développement en tant que tel. Bon. Il est évident que c'est une notion, c'est obligatoirement restrictif, puisque ce que l'on demande, c'est d'ouvrir. Ce qui demande un minimum de connaissances, qui n'est plus de la connaissance experte, mais de la connaissance de base qui permet d'ouvrir les interfaces. C'est aussi ce que soulignait Benoît sur la possibilité de discuter plus facilement à plusieurs d'un sujet plutôt que tout seul. Il me semble que le terme de collégialité d'expertise que j'ai employé, c'est un terme que j'ai piqué dans les cénacles du développement durable, en discutant sur les SNDD dans les laboratoires. C'est pour ça que je crois que c'est un petit peu la transposition qu'on en fait. On a une expertise attestée par un concours et une affiche disciplinaire. On sait qu'on peut en sortir parce qu'on a du bon sens de la culture, qu'on a discuté avec les autres. On n'osera pas se mettre en posture d'enseignant en l'affichant tant qu'on ne parle pas, entre guillemets, sous contrôle du collègue qui, lui, a l'expertise dans le domaine sur lequel on croise. C'est juste une approche un peu sommaire. Et puis, cette histoire de les faire travailler ensemble, collectivement, là, c'est vrai qu'il y a ce partage de territoire d'expertise est très fort. Moi, je ne vais pas prendre la parole là-dessus. Même si après, en entretien individuel, ils vous disent finalement, je pourrais très très bien enseigner les SVT alors que je suis prof de SES, il suffirait juste qu'on m'explique ou qu'on me forme. Et pareil, la prof de physique dit je pourrais très très bien faire les SVT si on m'apprenait. Donc c'est déclaré parce que ça fait partie de la légitimité, comme dit Gérard, mais c'est aussi, il y a des territoires, il y a des possibles passerelles à faire dans les discours. Par contre, il y a aussi un autre obstacle au-delà de cette conception de l'expertise qu'a l'enseignant, c'est aussi le partage des valeurs. Par exemple, dans l'équipe de Grenoble, cette enseignante ultra militante, alors ils ont travaillé ensemble tous les quatre là-dessus, mais avec le prof d'histoire géo, il y a eu des tensions parce que lui n'avait pas du tout cette vision-là de l'éducation et il n'y avait pas de partage de valeurs. Donc il y a la question des expertises, mais il y a aussi encore une fois la question des valeurs entre les individus. C'est-à-dire je ne vais pas travailler avec toi, même si tu es complémentaire disciplinairement dans ton discours, si on ne s'est pas mis d'accord et si on ne clarifie pas nos valeurs, notamment sur les questions de développement et d'éducation. Juste un tout petit mot encore sur l'expertise. Il me semble qu'il y a quand même, ça vaut vraiment le coup de se poser la question, en particulier dans le contexte du socle. Évidemment, le socle, c'est essayer de fondre un peu les expertises, puisqu'on a des expertises transversales sur un certain nombre de points, et qu'en même temps, si on pousse le bouchon le plus loin possible, on peut dire que tout professeur de collège a au minimum le niveau du socle, aurait donc potentiellement le niveau, etc., bon, pour traiter les autres disciplines. La notion même de socle invite, au moins jusqu'au niveau collège, à décloisonner, peut-être à taper dans les expertises. C'est quelque chose qui mènera peut-être à des évolutions. C'est peut-être pas non plus par hasard que, de façon contemporaine de la mise en place du socle, se développe le UST. Il n'est pas une fusion des disciplines, une autre façon aussi d'aborder les questions plus globalement et donc de partager des expertises, de les remettre en une seule main pour traiter une question scientifique en coupant les frontières entre les disciplines classiques. Deuxième question. Oui, Marco Barocca-Pacard, je suis formateur du Pays Gallois. Et je prolonge la question de Denise Orange sur l'expertise un petit peu par rapport à ce qui est présenté. Cette dimension critique par rapport au réchauffement anthropique observé, elle se fonde sur l'idée qu'il y a on a un paradigme quand même qui est assez fort dans le milieu scientifique, qui repose sur un modèle de fonctionnement climatique de notre planète. Un modèle dans lequel, effectivement, il manque plein de choses comme tout modèle. On manquera toujours plein de choses dans un modèle. C'est la même situation à un autre niveau que ce qui se passe par exemple en théorie de l'évolution. On a un modèle de fonctionnement de l'évolution des espèces. Dans les deux cas, on peut entendre des discours contraires à ça, qu'on va recevoir assez différemment. C'est-à-dire que pour le réchauffement climatique, on va avoir tendance à se dire il faut que je fasse attention de ne pas endoctriner les élèves dans une vision qui serait non critiquée, non mise en perspective du fonctionnement de la science. Et puis, dans la théorie de l'évolution, on va avoir tendance à se dire attention, il ne faut surtout pas que je laisse rentrer, voire que j'élimine le plus possible des approches créationnistes, des
dessin intelligent, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose par rapport aux positions qu'on a vues des enseignants, une vraie question là-dessus, parce qu'on voit que les enseignants retournent un petit peu à cette notion de paradigme. C'est-à-dire que dans l'idée, ils verraient une approche critique, mais eux, ils reviennent à la manière dont ils vivent la science, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eux, ils sont dans un paradigme, ils sont dans un ou dans l'autre. Ils ont du mal à être entre les deux. Alors que l'enseignant de philosophie qui a une approche différente, va lui prendre une distance par rapport à ça. Oui, c'est une question, mais effectivement, oui. Et en même temps, cette histoire de paradigme, je ne suis pas sûr qu'ils le perçoivent toujours très bien. Par exemple, si on prend le paradigme de l'effet de serre, hein, finalement, qui est la physique qu'il y a derrière, hein, c'est la loi d'absorption, la théorie climatique du CO2, mise en 1896 par Arrhenius, hein, c'est le premier article clé qui fonde cette théorie, parce qu'à l'époque, on avait enfin les données physiques sur les facteurs d'absorption des différents gaz, dont le CO2, et donc lui s'est lancé dans une sorte de modélisation, en supposant que l'on émettrait du CO2 et que d'ailleurs ce serait une bonne chose pour l'humanité, d'après lui, puisque ça permettrait de libérer son pays des glaces et donc de lancer une production agricole performante sur son pays. Donc il avait une vision de l'effet de serre très, très positive. Hein. Pour lui, c'était pas un problème, c'était plutôt une solution économique en tout cas. Donc il y a ces paradigmes-là, mais il cherche des éclairages sur ces différents paradigmes, de voir ceux qui sont en conflit, mais il ne les trouve pas. Par exemple, la prof de SVT me dit: j'ai été obligé d'aller sur le site Climasceptique pour essayer de trouver d'autres modèles explicatifs des changements climatiques. Alors elle me sort le modèle des géographes sur les anticyclones mobiles polaires, qui est un modèle qui explique qui est d'ailleurs encore à la liste de l'agrégation. Hein. Enfin, pour moi, c'est pas un problème, hein, mais il faudrait y mettre des petites étoiles pour signaler que c'est un modèle parmi tant d'autres. Bon. Modèle des géographes. Ah, ouais, je te promets, j'ai lu ça hier. Donc, il explique que voilà, c'est le climat est gouverné par des anticyclones qui bougent depuis les pôles jusqu'à l'équateur, et que donc ça a une influence sur le climat qui ne peut pas être considéré comme un phénomène global, mais que local et régional. Ça, il y a les influences de l'océan, qui sont d'autres modèles explicatifs, qui sont intégrés dans ceux du GIEC, mais il y a différentes visions et différents paramètres. Et la vision de cette complexité-là, apparemment, les professeurs de SVT, enfin celui avec lequel j'ai travaillé, n'est pas capable de tracer cette cartographie de la complexité et des paradigmes qu'il y a derrière. Et là, il y a probablement besoin de compétences ou d'outils pour permettre de voir qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Finalement, ça revient à faire de la socio-épistémologie des sciences, c'est-à-dire quelles sont les communautés scientifiques, comment elles pensent. Il y en a probablement une qui est favorisée à un moment par la société pour différentes raisons, politique, sociale, mais c'est plus compliqué que ça. Dans la tectonique des plaques, par exemple, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Les années 70, pendant la guerre froide, pourquoi on lance des campagnes comme ça à travers tous les océans pour récupérer des données paléomagnétiques, faire des forages, et puis émerge une théorie scientifique, un paradigme nouveau par rapport à celui qui existait avant. Il y a toute cette dynamique-là des sciences en société et des paradigmes dont on a besoin d'avoir des éclairages. Et j'ai eu le sentiment, à travers les déclarations des enseignants, qu'ils ne disposaient pas des outils qui leur permettaient de voir ces différents paradigmes. Il me semble qu'on est aussi un petit peu sur la question de science et croyance, sur la façon dont on construit la représentation du monde, finalement. Sur l'évolution, c'est particulièrement flagrant. C'est une façon, entre un créationniste et un évolutionniste, ce n'est pas la même façon de procéder pour construire la représentation. Ce qui est intéressant, c'est il y a un petit bouquin qui est pas mal du tout, d'un dénommé Denis Moreau, justement, entre science et croyance, dans lequel il invite aussi à réfléchir les enseignants sur le lien entre, la distance entre science et croyance et la façon d'enseigner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dogmatique, on présente les choses de façon idéologique, où est la différence entre science et croyance? Donc c'est plus Eh oui. Donc quand on enseigne la science, on peut l'enseigner comme une croyance. C'est peut-être là aussi qu'est la difficulté. J'en reviens à l'interrogation de tout à l'heure, à savoir comment enseigner ces choses-là de façon à assumer
une démarche, un modèle, voilà. Faire comprendre à nos élèves ce que c'est qu'un modèle, comme vous disiez, tout ce qui manque dans un modèle. Le modèle, ça dépend de ce qu'on fait rentrer dedans, des paramètres qui manquent, de la façon dont on le paramètre, la façon dont on le teste, etc. Et qu'on est à chaque fois dans des représentations du monde, mais on n'est pas dans le fait. Moi, j'aurais une dernière question avant d'aller manger. Il y en a plein d'autres. Mais de toute façon, on aura une demi-heure de débat final. Mais c'était aussi parce que Gérard Benoît est encore là. C'était par rapport à l'évolution des programmes de seconde. Alors, il y a une invitation à traiter des questions de DD à travers la thématique enjeux contemporains notamment. Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'analyse de l'évolution des programmes, quelque chose de contradictoire au sens où il y a un thème sur les énergies fossiles et donc on montre l'utilisation de ces énergies fossiles, la production de CO2 d'origine anthropique et la partie effet de serre qui était dans l'ancien programme de seconde dans la partie de géodynamique externe, eh bien, a disparu en tant que tel, il n'y est plus. C'est-à-dire qu'on termine le programme par l'homme produit beaucoup de CO2 en utilisant ces énergies fossiles. Ensuite, on étudiera d'ailleurs les énergies renouvelables. Et il manque toute l'analyse de l'effet de serre et donc du lien possible entre CO2, température et une analyse critique, l'éducation aux doutes. Vous voyez, ce point-là qui est clé dans l'analyse, à mon avis, du développement durable, il est sorti du programme. Je pense qu'il y a une certaine contradiction. Et le deuxième exemple, c'est pour l'analyse des sols. Les sols ne sont pas étudiés en tant que tels comme lieu de décomposition, de recyclage de la matière, mais ils sont étudiés comme une ressource fragile. Et donc j'ai l'impression que quelque part, quand tout à l'heure vous disiez que c'est une approche anthropocentrée qui ne doit pas non plus faire disparaître la science, j'ai l'impression, clairement, sur ces deux exemples-là, que la science elle disparaît un peu. Je me trompe peut-être. Quelle est votre analyse de cette évolution du programme sur ces deux exemples? En particulier sur le sol, je vois difficilement comment on peut, dans la problématique justement du sol, ressource, dans un contexte agricole, ne pas voir comment ça fonctionne. Par contre, c'est le fait de le présenter comme une ressource qui met l'accent sur l'aspect service écologique qui est en jeu. Mais on est bien entendu obligé de débobiner les contenus. On est allé vers des programmes, vous avez dû le remarquer, dans lesquels il y a moins de choses explicitées. Je crois que c'est aussi, ça va dans le sens de cette liberté de réflexion et du libre arbitre et de la raison qui, disait Descartes, la chose au monde la mieux partagée. Donc, qu'est-ce que je mets là-dedans? De quoi ai-je besoin pour expliquer le rôle du sol? Et on met un accent un peu particulier sur un angle d'attaque qui autrement est en permanence oublié. Mais il est évident qu'il faut mettre dedans la science nécessaire. De même que pour le CO2, la production, rien n'interdit de rentrer par le débat sur le CO2, la production, et de redébobiner le fil à l'envers. Il n'y a pas de souci. N'oublions pas non plus qu'il y a cette géométrie variable des trois parties de programme et qu'il y a également d'autres ressources. On sait qu'elles ne sont pas partagées, mais dans les enseignements d'exploration. Je pense que là, il y a des tas de solutions pédagogiques à imaginer. Par exemple, dans le cadre d'un enseignement d'exploration, d'avoir peut-être partagé ce sujet de l'effet de serre en cas d'enseignement d'exploration, et ensuite, quand on revient dans l'enseignement spécifique de SVT, d'associer des élèves ayant eu par exemple cet enseignement MPS avec d'autres qui ne l'ont pas eu, etc. Et de partager à la fois des savoir-faire, des contenus. Il me semble que là, on a un espace d'imagination, de tic-tac-toe un peu pédagogique énorme. Mais ce n'est pas du tout un effet de masque ou un abandon.